BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. Nous sommes à quelques heures de peut-être le dénouement de cette élection présidentielle américaine, mais a priori ça devrait nous prendre quand même quelques dizaines d'heures, voire quelques jours pour avoir le résultat de cette élection. On voit que sur le marché crypto, ça s'agite. On a le Bitcoin qui a battu son record historique en euros la semaine dernière. On en parlera notamment avec Louis-Alexandre de Froissart. Bonjour Louis-Alexandre. Bonjour Amaury. De Montaigne Conseil et Patrimoine. Lilian Aliaga. Bonjour Lilian. Bonjour Amaury. Vous n'êtes plus journaliste indépendante. Maintenant, vous êtes cofondateur de Hawk Research. On en parle dans un instant. Et puis, on parlera aussi, bien sûr, de l'impact de cette élection américaine, en quoi ce résultat pourrait être important pour les mois qui viennent pour le marché crypto. Mais finalement, est-ce que ce ne serait pas finalement le plus important, la macroéconomie, les décisions des banques centrales qui pourraient driver le marché crypto? Et puis, on verra que l'institutionnalisation de ce marché, elle, au-delà de la politique, est toujours croissante. De plus en plus d'entreprises s'y mettent. Voilà, le club BFM Crypto, c'est parti. Lilian Aliaga, je propose qu'on commence tout de suite quand même avec une actualité qui vous est plus personnelle. Mais ça y est, vous avez cofondé Hawk Research. En quoi ça consiste? Expliquez-nous, qu'est-ce que Hawk Research? Effectivement, Amaury, je suis content de pouvoir en parler parce que ça fait plusieurs mois que vous me présentez en tant que journaliste indépendant. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec mes associés sur le lancement de Hawk Research. Et donc on l'a annoncé officiellement la semaine dernière. C'est tout simplement une plateforme d'intelligence de marché qui est spécialisée effectivement sur le marché des cryptos. Donc pour faire un petit peu plus simple, c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir accéder à tout un tas de données qui sont essentielles pour comprendre et appréhender le fonctionnement du marché des cryptos, mais également des rapports d'activité, des rapports financiers sur cet écosystème et des analyses sur divers aspects de l'écosystème. Pour la partie données, actuellement, ce qu'on propose sur la plateforme, c'est majoritairement des données financières, donc prix, capitalisation, volume sur les cryptos, sur les secteurs d'activité, sur les blockchains. Et on est en train de travailler à pouvoir intégrer des données on-chain, donc directement issues de la blockchain, ce qui va nous permettre d'afficher, par exemple, pour une blockchain en particulier, Ethereum ou Solana, ou pour une application de finance décentralisée, de pouvoir étudier le nombre d'utilisateurs, le nombre de transactions, les volumes, les revenus financiers. Donc tout ça, l'idée c'est de pouvoir les afficher sur la plateforme. On va aussi proposer des rapports qui vont permettre d'étudier et d'interpréter ces données, parce que tout le monde n'est pas capable de le faire. Et donc on le propose, et on en a sorti un d'ailleurs aujourd'hui, justement cet après-midi sur la plateforme, qui traite du secteur des blockchains de Layer 1 en octobre 2024. Et on en parlera tout à l'heure, effectivement. On en parlera effectivement peut-être un petit peu tout à l'heure, mais pour vous donner une idée, on va comparer des blockchains comme Ethereum, Solana, sur diverses métriques fondamentales, donc que ce soit financière ou d'activité on-chain. Et l'idée avec tout ça, c'est de pouvoir observer ce qui se passe, essayer d'interpréter les mouvements, pourquoi est-ce que telle ou telle blockchain a plus d'activité qu'une autre et comment ça peut se répercuter sur le marché. Donc ça, c'est vraiment la partie rapport qui est une grosse partie de la plateforme. Et la dernière partie, c'est de l'analyse. Alors là, on va traiter tout un tas de sujets, de l'innovation technologique, des fondamentaux, des investigations sur ce qui se passe dans l'écosystème, des narratives aussi, des nouvelles tendances qui peuvent impacter l'écosystème crypto et le marché. Ça s'adresse plutôt aux investisseurs alors? Dans ce cas, c'est plutôt des investisseurs qui veulent essayer d'avoir des informations qu'on ne trouverait pas forcément ailleurs pour se positionner correctement. Notre ambition dès le départ avec mes associés quand on a lancé Hawk Research, c'était de proposer une nouvelle source d'information pour les investisseurs, une source qui peut exister d'une certaine manière aux États-Unis. On a déjà des plateformes un peu similaires, mais qui n'existaient pas en France, une source d'information, de renseignements, sur le marché des cryptos. Donc c'est vraiment à destination des investisseurs. Alors dans une certaine mesure, un peu des investisseurs expérimentés, mais voilà, oui, effectivement, c'est l'idée. Louis-Alexandre, ça vous intéressera peut-être. Voilà, ça intéressera peut-être Montaigne Conseil et Patrimoine, acteur de la gestion de patrimoine, qui est dans les cryptos. Voilà. Louis-Alexandre, on part tout de suite aux États-Unis puisque c'est quand même l'actualité du jour, même de la semaine. On aura cette nuit peut-être, on ne sait pas encore des premiers résultats sur la tendance entre qui de Kamala Harris ou Donald Trump pourrait être le prochain ou la prochaine présidente des États-Unis. En attendant, je vous propose qu'on fasse un petit retour en arrière, qu'on regarde un peu ce qui s'était passé lors des 2 élections précédentes. Et normalement, on va peut-être voir un petit graphe à l'écran qui va nous dire un petit peu, qui va nous montrer un petit peu visuellement ce qu'avait fait le Bitcoin lors de ces 2 précédentes élections. Et on voit que, clairement, son cours s'était fortement apprécié. Et ce qui est intéressant, Louis-Alexandre, je voulais avoir votre avis là-dessus,
c'est qu'on a eu 2 couleurs politiques différentes de suite, et finalement, ça n'a pas eu l'air d'avoir changé grand-chose, en tout cas à l'époque. À l'époque, oui, c'est le graphique que je vous ai fait passer, que je trouve très intéressant pour illustrer le propos. Nous avons Kamala Harris qui nous a dit qu'elle n'était pas contre, qu'elle ne ferait rien contre. Enfin, c'est quand même pas très pro-crypto. Et de l'autre côté, on a vu Donald Trump qui est allé à des conférences Bitcoin, qui a essayé de lancer sa propre crypto, qui a bien compris l'intérêt du minage, qui a compris l'intérêt stratégique, qui a dit qu'il faut que les futurs Bitcoins soient minés sur le territoire américain, dans son plan Make America Great Again. Et tout ceci pour dire que malgré le fait qu'on ait eu Biden et Trump dans les 2 dernières élections, donc on a eu un républicain et un démocrate, et bien dans les 2 cas, ça a été le signal du bull run qui a suivi. Justement d'ailleurs, si vous nous suivez sur vos écrans de téléphone ou à la télévision actuellement, voilà, vous voyez le grand trait rouge qui montre l'élection présidentielle américaine, et derrière effectivement cette envolée du marché crypto, que ce soit les républicains ou les démocrates au pouvoir. Mais Louis-Alexandre, ça pourrait être différent cette année-là? Alors en fait, je pense qu'il y aura, comme toujours, des réactions de court terme. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est Kamala Harris qui passe, nous pourrions avoir une petite correction de court terme, suivie, à mon avis, comme dans tout événement monétaire ou géopolitique, d'une reprise de la tendance de long terme. Et au contraire, si c'est Trump qui passe, peut-être une réaction sur le moment, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de désinvestissement des ETF ces derniers jours. Donc, dans l'incertitude, les marchés n'aiment pas l'incertitude. Et donc, on pourrait avoir une réaction à la hausse pour l'élection de Trump. Et puis, là encore, je pense qu'on reprendra notre pente de long terme, puisque Bitcoin suit plutôt des éléments qui sont long terme. Je vous rappelle que la plus grosse corrélation de Bitcoin, c'est quand même la masse monétaire. Et donc, ça va nous amener inévitablement au sujet d'après, qui est la macro. Évidemment. D'abord, Lilian Aliaga, vous aviez fait aussi un dossier avec Hawk Research sur le sujet, sur les potentiels impacts que pourrait avoir l'élection de l'un ou de l'autre présidente. Qu'est-ce qu'on peut dire là, à quelques heures de cette élection américaine? Je rejoins complètement l'avis de Louis, c'est-à-dire que les marchés n'aiment pas l'incertitude, donc effectivement on comprend que c'était une attente vraiment de savoir l'issue de cette élection, mais fondamentalement, et je l'ai déjà répété plusieurs fois sur ce plateau, Bitcoin n'a pas besoin de savoir la couleur du président des États-Unis pour avancer. C'est-à-dire que ce soit Donald Trump ou Kamala Harris, ça ne changera pas les fondamentaux de Bitcoin. Certes, ça pourrait impacter le marché à court terme et peut-être éventuellement impacter non pas Bitcoin, mais plutôt l'industrie crypto, donc les entreprises, les plateformes d'échange de crypto, certains actifs, parce que évidemment, en fonction du futur président des États-Unis, on aura différentes personnes à la tête des institutions américaines, notamment la SEC ou la CFTC, ce qui pourrait impacter la régulation du marché. Ça, c'est un élément effectivement qui impacterait plutôt l'industrie, mais pas Bitcoin. Et donc voilà. Après, dans ce rapport qu'on a publié il y a quelques semaines maintenant sur Hawk Research et qui est donc disponible sur le site internet, on étudie le fait qu'il y a de plus en plus de poids des lobbies crypto dans ces élections américaines. Depuis 2012, je crois, il y a une loi qui est passée aux États-Unis qui permet donc de financer directement par le biais de ce qu'on appelle les PAC et PAC les candidats aux élections américaines. Jusqu'ici, c'était surtout le domaine des énergies fossiles qui arrosait vraiment les élections. Et là, pour la première fois, le secteur majoritaire, c'est le secteur des cryptos. Alors ça a peut-être un petit peu évolué depuis quelques semaines avec Elon Musk notamment, mais à l'époque, on avait fait cette étude il y a un mois à peu près, c'était le cas, donc c'était le secteur crypto. C'est une nouveauté et ça montre que potentiellement, puisqu'ils arrosent évidemment des 2 côtés, on pourrait avoir potentiellement une régulation un petit peu plus clémente à l'avenir. C'est aussi tout le but de ces lobbies. En tout cas, c'est dans cette direction qu'on Les derniers chiffres, c'est quand même les banques et puis l'industrie Internet. Web 2 et banques ont sacrément remonté la pente dans les dernières semaines. C'est impressionnant d'ailleurs la différence de donations qu'il y a entre les deux. Il y a des secteurs qui ont clairement choisi leur camp. Notamment tout ce qui est GAFAM, on va dire, a clairement choisi son camp. Les banques aussi, mais les banques elles se placent un peu des 2 côtés, même si elles sont un peu plus côté Kamala Harris. Mais là, ces dernières semaines, il y a eu vraiment une différence importante dans les packs. Le rattrapage des GAFAM est majoritairement sur les démocrates, là où le marché crypto, en tout cas les entreprises crypto, sont quand même plutôt un petit peu plus orientés républicains quand même, mais c'est assez équilibré dans la moyenne. Et avant de passer à la macro, qui elle aussi bien sûr aura un rôle, Louis-Alexandre, on l'a dit tout à l'heure, donc
malgré qu'il y ait des couleurs différentes lors des deux précédentes élections, ça n'a pas changé grand-chose au marché. Mais cette fois-ci, ça pourrait quand même être différent parce que c'est la première fois qu'on en parle autant. Et c'est la première fois qu'aussi on a des candidats qui se positionnent aussi clairement. Même Kamala Harris, alors même si elle est moins franche que Donald Trump, elle dit quand même qu'elle n'est pas contre, etc. Mais lui, Donald Trump va quand même très loin là-dedans, même s'il a complètement retourné sa veste, il va quand même très très loin dedans. Ça pourrait quand même changer quelque chose par rapport au graphe qu'on a vu là. Est-ce qu'il pourrait y avoir un impact réel qui serait différent de ce qui s'est passé lors des précédentes élections? S'il va au bout de ce qu'il a dit, qu'il vire Gary Gensler, qui est à la tête de la SEC, puisqu'il a dit dans ses discours qu'il le mettrait dehors. Bon. Donc s'il va au bout de cette politique-là, oui, je pense que ça aura un effet, puisqu'on sait très bien que là où se jouent les marchés crypto, c'est l'Asie et les États-Unis. L'Europe, nous, on compte les coups entre les deux. Donc oui, mais je reprends, je suis d'accord avec Lian, il y a les fondamentaux de Bitcoin, c'est ce qui drive le marché à la fin. Et donc c'est ça qui va driver le marché. L'industrie peut être impactée, mais Bitcoin, c'est un petit peu différent. Bon, et le marché quand même, vous l'avez dit, Louis-Alexandre tout à l'heure, évidemment que le marché crypto est drivé aussi par la masse monétaire qui est en circulation. Pour ça, évidemment, on regarde les décisions des banques centrales, en particulier la Fed, qui prendra une décision lors de ses réunions des 6 et 7 novembre prochains. Potentiellement, en tout cas c'est ce qui est attendu pour l'instant, on aurait 0,25% de baisse sur les taux directeurs. Oui. Ça, clairement, c'est ça qui pourrait, à coup sûr, a priori, au-delà de la politique, driver le marché crypto, même si c'est de la politique quelque part, indirectement. C'est un vrai sujet parce que Donald Trump nous dit qu'il ne veut pas être pour un dollar fort. Donc quand les États-Unis ont un taux d'intérêt plus élevé que l'Europe, ça veut dire qu'on a un dollar qui est potentiellement plus fort que celui de l'Europe. Donc là, on attend une deuxième baisse des taux aux États-Unis, mais en 2 baisses de taux, ils auront fait quasiment le même chemin que l'Europe en 3 baisses de taux. Donc ils ont baissé de 0,50 la première fois, peut-être 0,25, parce que le chiffre de l'emploi est très mauvais. On attendait globalement 112 000 créations, il y en a eu 11 000, donc c'est pas bon du tout. Donc il y aura sûrement cette baisse de taux, et les baisses de taux correspondent à l'augmentation de la masse dite M2, qui sont les dépôts bancaires, les livrets et les crédits court terme. Et on a remarqué qu'il y avait une vraie corrélation entre Bitcoin et la masse M2. Donc, qui dit baisse des taux a tendance à dire une hausse du Bitcoin, puisqu'on crée encore de la masse monétaire, où on arrête de freiner la création de masse monétaire. Et quand on laisse la masse monétaire se développer, Bitcoin, lui, profite de cet élément-là économique et voit son cours augmenter. Bon, et Lilian, c'est peut-être un peu tôt, mais chez Oak Research, est-ce que vous voyez certaines narratives qui se dégagent un petit peu, ou qui pourraient plus se dégager dans les semaines qui viennent avec ces résultats d'élection qui clairement pourraient ou pas enflammer le marché crypto? Alors, le premier élément, c'est exactement ce que vient de dire lui, à savoir, effectivement, si on n'a pas un assouplissement monétaire, on n'aura pas de nouveaux capitaux qui vont être injectés dans les marchés financiers à risque et donc dans le marché des cryptos. Maintenant, l'élément qu'on observe actuellement, c'est que pour l'instant, on n'a pas de signaux d'un ruissellement de liquidité de Bitcoin vers les altcoins. On a un Bitcoin qui est très fort, qui a terminé le mois d'octobre à plus 11%, si je ne dis pas de bêtises. On regarde Ethereum, premier des altcoins, c'est moins 3% sur le mois. Vous regardez les cours des altcoins, c'est assez catastrophique. Certains s'en sortent un petit peu, mais ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. Donc pour l'instant, on a un Bitcoin qui est très fort et des altcoins qui sont très faibles. Et donc on va attendre d'avoir des signaux de retournement de tendance pour essayer de se placer sur différents altcoins pour ceux qui veulent le faire. Mais pour l'instant, la force, elle est vraiment sur Bitcoin. Et on est plutôt en recul, en observation. Alors évidemment, il y a des meme coins, on en parlait il y a une semaine ensemble à Maurice sur ce plateau, les meme coins qui surperforment. Voilà, on peut toujours trouver des tendances, mais pour l'instant, la tendance, elle est vraiment centralisée sur Bitcoin. Oui, parce que là, la dominance du Bitcoin, alors là, de tête, je ne l'ai pas, mais elle est extrêmement forte. Et elle n'a pas encore commencé à baisser. Pour elle est en tendance haussière. Ouais. Elle n'a pas encore elle fait toujours des plus hauts, toujours plus hauts, des plus bas, toujours plus hauts. Donc tant qu'elle n'a pas inversé cette tendance haussière, on ne peut pas envisager une alt season. Et quand on regarde ne serait-ce que le ratio ETH versus BTC, c'est pareil, c'est assez catastrophique. On est à des niveaux plus bas qu'on n'avait jamais connus depuis longtemps. Donc bon, voilà, ces indicateurs-là nous poussent à croire que pour l'instant, on a toujours plutôt une surperformance du Bitcoin vis-à-vis du reste des cryptos. Et si cette surperformance continue et qu'on a des indicateurs qui nous témoignent qu'on aura potentiellement une alt season,
à ce moment-là, on pourra observer un petit peu plus et s'orienter vers différentes tendances, que ce soit les mêmes coins, l'IA ou quoi que ce soit en fonction des moments, bien sûr. Et Louis-Alexandre ? Il y a un sujet quand même qui est les volumes échangés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des volumes qui sont plus hauts que lors du dernier cycle haussier. Chainalysis nous donnait dans son dernier rapport des éléments, mais on espère que bientôt j'irai chercher mes données chez Oak Research, des éléments concernant les volumes de transactions. Sur le Bitcoin ? Sur Bitcoin et sur aussi les stable tokens. Donc on va dire le volume de transactions crypto, il est plus haut qu'en 2021. Donc ça c'est un signe... Au même moment du cycle ? Oui, on est un petit peu en avance de phase. Mais ce qui est très intéressant, parce qu'on n'a pas, autour de cette table, l'impression d'être sur un marché aussi fort, alors que les volumes échangés sont énormes. C'est-à-dire que là, maintenant, on parle même plus de Visa. Avant, l'année dernière, on disait, ouais, mais sur Bitcoin, on va bientôt échanger plus que sur Visa. Aujourd'hui, on est 60-70%, 2 fois, 3 fois. C'est énorme. Et on voit que les échanges qui se font sur les stable tokens, c'est énorme aussi. Donc, il ne faut pas oublier que, mine de rien, il y a, vous savez, ces mouvements de lame de fond dont je vous parlais il y a un an, je dis en marché baissier, je trouve que ce marché baissier, il construit énormément, il est en train de construire l'industrie, l'infrastructure du prochain marché haussier. On est dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des échanges de valeurs, c'est le nombre de blocs de Bitcoin où il y a plus d'1 milliard échangé. Maintenant, je vais même plus sur le milliard échangé, je vais sur le nombre de Bitcoin où il y a une transaction à plus d'1 milliard. Et malgré tous ces chiffres records, on le rappelle, le Bitcoin a battu son record historique en euros, et pourtant on a l'impression que personne n'en parle. C'est-à-dire que le fameux retail, on n'a pas l'impression qu'il soit encore réellement arrivé. Quand on regarde un petit peu les données des nouveaux inscrits sur les principales grosses plateformes d'échange, on est très très loin des records du bull run précédent. Quand on regarde sur Google Trends les nombres de recherches sur le Bitcoin, elles sont pas corrélées à la hausse du Bitcoin. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter, Lilian ? Ça pourrait durer des heures, on pourrait en discuter pendant des heures, c'est extrêmement intéressant. En fait, on a eu une discussion, je crois, sur ce plateau déjà, où on se posait la question de est-ce que le cycle de 2021 était le cycle des particuliers et ce cycle serait le cycle des institutionnels. Pendant un moment, on parlait de ça. C'est un petit peu ce qu'on est en train d'observer, mais ça n'a pas l'impact qu'on espérait. C'est-à-dire que les particuliers ne sont plus là. Ceux qui étaient là en 2021, une partie sont disparus, mais il n'y en a pas de nouveaux qui arrivent. On a simplement les institutionnels qui arrivent. Et donc ça donne cet effet-là, c'est-à-dire qu'on a des énormes volumes, on n'a pas beaucoup plus d'utilisateurs sur les blockchains, les prix n'augmentent pas tant que ça, on a un Bitcoin qui est à son plus haut, mais parce que justement ETF et ainsi de suite, mais d'un point de vue d'activité sur les blockchains, d'un point de vue des altcoins, etc., on peine à rattraper le retard. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas forcément en retard sur le précédent cycle, c'est-à-dire que lorsqu'on a franchi l'ATH précédent en 2020, en octobre 2021, si je ne dis pas de bêtises, il n'y avait pas non plus énormément de personnes qui en parlaient dans les médias et auprès du grand public. C'est venu un petit peu après, donc voilà, moi je suis pas inquiet, j'observe, voilà, on verra si ça reviendra. De toute façon, on a un peu tous les sons de cloche. Moi, quand j'en parle en off, entre guillemets, il y a des gens qui me disent ah ouais non, ce cycle sera différent, et d'autres qui disent bah non, mais de toute manière, à chaque fois on dit que ça va être différent, puis finalement ça se passe toujours de la même manière. Donc bon, on verra bien. Louis-Alexandre, rapidement, vous voulez réagir à ça ? En fait, ce qu'on voit quand même sur les institutionnels, c'est la taille des transactions. Et puis, je remarque une chose aussi, c'est le nombre de blocs aujourd'hui où les frais de transaction sont supérieurs à la récompense. Récompense 3,125 maintenant. Et en fait, on se rend compte que dès qu'il y a une toute petite congestion de transactions, imaginons qu'il y ait 15 000 transactions avec quelqu'un qui veut les passer rapidement, tout de suite les frais montent beaucoup. C'est-à-dire 3, 4, 5, 6 bitcoins de frais. Et ce qui montre quand même, à mon avis, une petite tension potentielle sur Bitcoin quant aux frais. Et en attendant, l'institutionnalisation du Bitcoin, entre guillemets, elle est toujours croissante. Il y a même Microsoft qui pose la question à ses actionnaires, Louis-Alexandre, devons-nous placer 1% de notre trésorerie en Bitcoin ? Ça représenterait combien à peu près, ça ? 800 millions de dollars. Quand même. Et qu'est-ce que répondent les actionnaires ? Alors les actionnaires, ils seraient plutôt pour, parce qu'eux, ils voient que tous, dans leur fonds de pension, tous leurs banquiers leur ont mis 2% de Bitcoin. Donc ils disent, pourquoi au moins Microsoft ne ferait pas ça ? Bill Gates et puis les dirigeants de Microsoft disent, non, mais il ne faut pas répondre de manière positive. On va attendre, puisque tout ça sera dépouillé en décembre. On attend la décision. Mais c'est là encore un signe d'évolution important. Cartwright, qui est un très gros fonds de pension, vient de dire qu'il allait mettre jusqu'à 4% de Bitcoin dans son fonds. Enfin, on ne compte, il n'y a plus une semaine sans qu'il n'y ait pas un acteur institutionnel qui intègre Bitcoin de manière sensible à ses actifs. Et en Europe,
Qu'est-ce qu'on peut dire du côté du continent européen? Eh bien, une très vieille institution suisse, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'UBS, Union des banques suisses, a emboîté le pas de BlackRock pour faire un fonds monétaire, donc un MMF, Monetary Management Fund, qui va être tokenisé de la même manière, avec exactement le même fonctionnement que le bidule de BlackRock. Donc, ce qui veut dire que même UBS, qui est quand même une vieille dame, une vieille institution européenne, a décidé de rendre la SICAV de trésorerie qu'elle avait, SICAV phare, disponible en tokenisation. Et donc, le rendement se fait à midi, de la même manière. On rentre, on sort, on enlève tout ce qui sont les chambres de compensation, on enlève le système bancaire classique. On est dans le scénario qu'on a annoncé depuis quelques années. Ça continue. Et Lilian, pour finir rapidement, vous avez sorti un rapport là pour le mois d'octobre avec Hawk Research sur l'activité un petit peu des fameux Layer 1. Peut-être un petit mot des altcoins qui, on le disait il y a quelques instants, ne sont pas encore repartis pour la plupart. On parle beaucoup d'Ethereum qui est quand même pas mal à la traîne là, derrière Bitcoin. Est-ce que Ethereum est vraiment concurrencé par le reste des Layer 1 ? Et qu'est-ce que l'activité de ce mois d'octobre nous dit ? Alors, ce qu'on constate en octobre, c'est que s'il y a bien une altcoin qui est très forte en ce moment, c'est Solana. Et si on se pose la question de pourquoi est-ce que Solana s'en sort aussi bien, eh bien, ça se traduit tout simplement par l'activité sur la blockchain. Toutes les métriques on-chain en ce mois d'octobre sont extrêmement positives. On parle de plus de 200% de frais générés par le réseau, 75 millions de dollars si je ne dis pas de bêtises. C'est moitié moins qu'Ethereum, mais ce sont des frais qui sont 10 à 20 fois plus faibles que sur Ethereum. Donc je vous laisse faire le calcul. L'activité, elle est bien plus grande que celle sur Ethereum. On parle de plusieurs dizaines de pourcents de hausse sur le nombre de transactions, le nombre d'adresses actives, les volumes de transactions. Tout ça, c'est majoritairement dû au succès des meme-coins. On sait que sur Solana, c'est là où se passe vraiment toute cette folie des meme-coins. D'ailleurs, on a une statistique importante. Les volumes générés par les meme-coins qui sont lancés sur la plateforme Pub.Fun ont dépassé les volumes sur toutes les autres cryptos sur Solana. C'est énorme. Donc voilà, donc tout ça, ça entraîne en fait un succès pour Solana qui fait que, évidemment, le token s'apprécie sur le marché. C'est le seul qui s'en sort à peu près. Pour Ethereum, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour toutes les autres blockchains, on a quelques tendances que je vous invite à aller voir sur le rapport. Mais on arrive au bout du temps, mais ça fait du mal à Ethereum, tout ça, le fait qu'il y ait d'autres Layer 1 qui se développent fortement. Ça fait du mal à Ethereum, mais ce qui fait plus de mal, c'est le développement de ses propres Layer 2. On en parle un petit peu dans le rapport et on en reparlera probablement sur une autre émission parce qu'il y a plein de choses super intéressantes à dire. Et on a détecté quelques tendances qui montrent que les choses sont en train de changer pour Ethereum et c'est plutôt positif. On a hâte de savoir tout ça. Merci beaucoup Lilian Léa, donc du coup cofondateur de Hawk Research. Merci d'avoir été avec nous, lui Alexandre de Froissart de Monteil Conseil et Patrimoine. À très vite. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 15h avec peut-être un nouveau président ou une nouvelle présidente des États-Unis. Merci, à demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.